Je suis heureuse de vous recevoir à l'atelier Éthique et Réseau, le secret médical 3.0. Je suis Diedra Privat, trésorière de l'ISNAR IMG et je suis interne de médecine générale à Limoges. Au cours des précédentes éditions de congrès de l'ISNAR IMG, le secret médical n'a pas encore été abordé. Cependant, nous avons déjà parlé des nouvelles technologies au sein du cabinet de médecine générale. À l'heure actuelle, ce sujet reste encore présent car de plus en plus de médecins généralistes utilisent des logiciels dans leur cabinet. Prochainement, les téléexpertises et télécommunications seront monnaie courante. Se pose alors la question de la sécurité des échanges entre professionnels de santé, mais aussi entre soignants et patients. Au travers de cette question de sécurité, se pose la confiance des patients. Les exemples sont pas rares de plateformes en ligne dont leurs bases de données sécurisées ont pu être piratées. Nous pouvons ainsi nous demander comment nous, médecins, maintenir la confiance des patients si le secret médical est mis en péril. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle qui s'immisce jusque dans le processus de la recherche. C'est maintenant l'intelligence artificielle qui propose de développer des médicaments en contournant les brevets. Mais ce n'est pas tout. Les assistants médicaux font usage de cette technologie, notamment en utilisant Watson DBA de Google, et ce processus s'installe même dans les hôpitaux. Nous pouvons nous demander quelle place pourrait avoir l'intelligence artificielle dans l'exercice médical professionnel. Pour y apporter une piste de réflexion, nous avons la chance d'avoir parmi nous le professeur Uzan. Bonjour, professeur Uzan. Délégué de l'Institut universitaire, directeur délégué de l'Institut universitaire de cancérologie et conseiller national de l'Ordre des médecins. Le professeur Uzan utilise déjà l'algorithme d'intelligence artificielle au sein de sa pratique. Nous continuerons ensuite avec le docteur Lucas, Bonjour docteur Lucas, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins et délégué général au numérique. Il abordera l'importance de la protection des données personnelles. Enfin, pour continuer d'ouvrir nos horizons, nous laisserons la parole à M. Roland. Bonjour, M. Roland, interne de médecine générale à Paris et doctorant en éthique médicale, qui nous parlera de la place de la bioéthique à l'ère du numérique. Alors, chaque intervenant aura 10 minutes de présentation et par la suite, il y aura un temps d'échange avec eux. Avant de passer la parole à nos intervenants, je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt ou de conflit. Je passe la parole au professeur Uzan. Ouais. Ah, ça, je sais. Bien, bonjour, je suis content d'être là et puis surtout je suis content qu'on ne m'ait pas demandé de parler de recertification, j'en peux plus de la recertification, comme j'ai présidé la commission qui a élaboré les textes. Donc je vais vous parler d'intelligence artificielle et de son apport dans l'exercice de la profession médicale. Alors on lit tous les jours des papiers comme celui-là, j'en ai mis quelques-uns. Celui-là est dernier, il est de 2019,
et il traite de la colposcopie automatique. Donc il y a aujourd'hui des DU de 90 heures pour la colposcopie. Demain, je crois qu'il va falloir un petit peu modifier ce DU. C'est également le cas en dermatologie. Vous avez vu ce papier qui est maintenant quasiment ancien, puisqu'il est de 2018, et qui montrait que l'analyse des images pouvait faire aussi bien, voire mieux que la majorité des médecins. Ça, c'est la mammographie numérique. C'est une start-up française qui a remporté cet appel à projet de IBM. Ils ont quand même gagné 2 millions de dollars, ce qui leur a permis de continuer à travailler. Ils arrivaient à lire des mammographies de dépistage plus vite que l'ombre des médecins. Alors, une question, on va en parler là. On assiste à une modification du risque que nous, médecins, vivons. Le niveau de responsabilité des professionnels de santé, j'ai entendu parler d'IBM Watson. Il y a aujourd'hui un procès d'une grande université américaine contre IBM Watson parce que ça marchait très bien IBM Watson, mais dès que les médecins se sont un peu éloignés de l'appareil, eh ben, ça marchait nettement moins bien, ce qui est heureusement pour nous. Et il ne s'était pas vicieusement, il n'avait pas débranché l'appareil. Mais donc, l'intelligence artificielle a besoin encore beaucoup de l'homme. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est dans l'intelligence artificielle faible. La Google Car, c'est de l'intelligence artificielle faible. C'est je vois, j'interprète, je fais. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle forte qui s'appelle la singularité. Alors singularité, ça veut dire qu'on a dépassé une limite. En mathématiques, c'est ce qu'on utilise comme terme, mais on n'y est pas du tout actuellement. Et donc, l'intelligence artificielle vous donne des chiffres, des algorithmes. Je dirige dans l'Institut de cancérologie la plateforme de gestion des risques en cancérologie, et maintenant nous étudions le risque de voir apparaître non seulement le cancer, mais les complications liées au traitement. Par exemple, l'immunothérapie aujourd'hui, très utilisée, comporte un risque cardiovasculaire majeur qu'on essaye d'anticiper, de prévenir et de réduire. Par contre, le fait que les patients aient accès à des données peut être une crainte pour le médecin, mais pas du tout. Je pense qu'il faut petit à petit comprendre que le patient est une partie de la solution. Ça n'est pas nouveau. Osler, qui n'est pas un cardiologue de l'avant-veille, disait « Écoutez suffisamment votre patient, il finira par vous donner son diagnostic », et c'est pas faux. Mais le médecin doit rester un interlocuteur privilégié du patient, en particulier dans le cadre d'une médecine généraliste et holistique préservée. Donc il faut donner la priorité au patient et ne pas passer son temps à regarder à l'écran. Je dois dire que pour vous, les jeunes, c'est beaucoup plus difficile que pour moi, qui ai encore le privilège d'avoir une secrétaire de consultation qui regarde l'écran à ma place, tape les choses à ma place et connaît en plus même la sténodactylo. C'est vous dire qu'on est dans un cabinet antédiluvien. Alors le livre blanc que Jacques Lucas a dirigé, il avait eu la délicate attention de m'associer à cette direction, a beaucoup travaillé sur ce sujet et je vous conseille quand même de le lire. Il a à peine un an, il est sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins, mais un des points que nous soulevions était que plus il y avait d'intelligence artificielle, plus il fallait former les étudiants à la déontologie, à l'éthique et aux relations humaines. Alors, est-ce que les gens ont encore confiance plus dans l'expert ou l'intelligence artificielle? Si vous avez une petite tendance dépressive, ne lisez pas cet article-là qui montre que les patients, et alors là c'est beaucoup plus embêtant, les médecins aussi, font nettement plus confiance à l'intelligence artificielle qu'à un expert autoproclamé comme je le suis. Alors vous allez vivre dans un nouveau mode d'exercice. Vous allez faire de la médecine des 4 P. Voilà, il n'y a pas de flèche, mais c'est pas grave, théoriquement, avec la petite flèche, j'y arrive, voilà. Prédiction, prévention, personnalisation.
Vous allez utiliser de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Si vous pensez que vous en sortirez sans, vous avez toutes les chances de commencer à vous préparer à un planté sévère. Aide au diagnostic, analyse d'images, nouvelle sémédiologie, application des référentiels. Aujourd'hui, quand il y a une plainte contre un médecin, là où elle a des chances d'aboutir, c'est quand le médecin ne connaissait pas le référentiel métier ou le référentiel de la maladie et a appliqué ce qu'il considérait le produit de son art. La médecine n'est pas un art, si vous voulez vraiment faire ça. Pour ça, il y a des cabarets ou des théâtres. C'est le concept de data assisted versus data driven, concept que j'ai un peu décrit il y a quelques années et qui est très important. Vous aurez la formation médicale continue et la recertification qui vont faire que vous allez apporter la preuve, mais sans être collé. Alors j'en dis quand même un mot, on dit comment sera l'examen? Il n'y aura pas d'examen, vous apporterez la preuve que vous avez fait la démarche nécessaire pour vous cultiver. Et donc, ça va vous permettre de garder du temps pour la dimension humaine de votre métier, le dialogue, le contexte personnel et familial. Le médecin de famille, c'est capital. Quand on avait rencontré le président de la République, je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez du nom du médecin de famille de vos parents? Et il me dit, ah oui, bien sûr. Et par contre, je lui ai dit, est-ce que vos enfants se souviendront du nom du médecin de famille qui vous prend en charge? Là, il m'a dit, ça c'est beaucoup moins sûr. Je suis même pas sûr qu'il ait un médecin de famille, mais enfin, ça c'est autre chose. La synthèse des données, le partage de la décision, donner un rôle au patient dans le partage et la transgression partagée. Je crois que c'est capital. Seul un être humain peut décider, alors que le bon standard de traitement, c'était un curage axillaire ganglionnaire, d'accepter de ne faire qu'un ganglion sentinelle pour réduire le temps. Je sens que vous allez m'interrompre. Hein? N'essayez même pas. Il faut éviter le danger des boîtes noires, parce qu'on m'avait dit 15 minutes. Alors moi je veux bien, mais 10 minutes pour l'intelligence artificielle, mais je vais faire court. Éviter le danger des boîtes noires, l'intelligence artificielle doit impérativement être explicable et nous pousserons pour que la loi le confirme. Alors je vais avancer. On a parlé de recherche. La recherche inversée. Voilà ce pauvre Claude Bernard qui se pose une question. C'était comme ça qu'on faisait de la recherche, une hypothèse de possibilité. Le curare agit au niveau du muscle ou du nerf et il va mettre 20 ans à comprendre que c'est ni l'un ni l'autre, mais la plaque neuromusculaire, mais elle n'était pas connue. Aujourd'hui, la recherche inversée dirait qu'il y a probablement une étape entre les deux. Alors, quel humanisme pour la médecine malgré tout ça? Bref, comment un patient pourra demander « je ne comprends pas, je ne veux pas, je préférerais, je vais réfléchir » ou vous posez la question qu'il pose le plus souvent. « Qu'est-ce que vous feriez, docteur, si j'étais... » Alors, moi, c'était au début votre mère, votre sœur, aujourd'hui c'est votre fille et bientôt votre petite-fille. Donc, j'ai expliqué le concept du data assisted. Ça, c'est la bonne façon d'utiliser de l'informatique, c'est-à-dire avoir des propositions, une décision partagée, plutôt que le data driven. Que restera-t-il d'humain? Un élément fondamental qui manque de plus en plus aux médecins et qu'il faut impérativement, mécaniquement, visiblement libérer, c'est-à-dire le temps. Ainsi, avec du temps et des instruments pour nous aider, la confiance réciproque entre le médecin et son patient leur servira à tous deux de conscience commune. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Guzan. Comme vous l'avez constaté, nous pouvons faire de multiples théories avec l'intelligence artificielle. Nous gardons à l'esprit qu'il est primordial de garder la confiance des patients. Mais par quel bien garder la confiance des patients et comment le faire en pratique?
Pour cela, nous continuons avec le docteur Jacques Lucas. Alors, je n'ai pas de diapositive, mais je monte quand même en chair et je vais donc vous faire ça a cappella. Votre congrès est centré sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire sur des échanges et des partages des données personnelles de santé. Et cela nous amène à revisiter le concept de secret médical. Vous connaissez le serment hippocratique sur lequel se fonde le secret médical, mais Hippocrate, à son époque, condamnait déjà le bavardage. Et il dit bien dans le serment, « Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. » Ma langue. Et le principal vecteur de la trahison du secret médical n'est pas le numérique, mais les bavardages dans les cafétérias ou les dîners en ville. Ça dépend un peu du stade dans son cursus médical. Donc gardez cela en mémoire, vous ne devez jamais vous exprimer sur une personne à l'occasion de ce que j'appelle des bavardages qui ne correspondent pas, bien évidemment, aux échanges de données personnelles de santé dans le cadre d'une équipe de soins. Je vais y revenir. Le deuxième élément, c'est que le secret médical n'est pas le secret du médecin. C'est souvent un contresens qui est fait. Le médecin doit respecter son secret professionnel. Et d'ailleurs, le code de déontologie médicale, le code de la santé publique, parle bien du secret professionnel, du médecin, de l'infirmière, du masseur kinésithérapeute. Et c'est la sommation de ces différents secrets, de ces différents reposoirs à secret que représente chacun des professionnels de santé qui constitue le secret médical. Le secret médical, c'est le secret du patient, ça n'est pas le vôtre. Vous devez respecter votre secret professionnel. Je vais prendre un exemple qui donne actuellement d'ailleurs matière à polémique, notamment sur les réseaux sociaux. C'est les informations qui sont demandées via le médecin traitant, donc très souvent le médecin généraliste, mais pas que, ça peut être également un médecin spécialiste, vis-à-vis d'une compagnie d'assurance. Et un certain nombre de confrères, malgré tout ce qu'on a publié, il y a d'ailleurs un rapport qui est excellent sur le site du Conseil national relatif aux médecins et aux compagnies d'assurance, les médecins sont encore imprégnés à l'idée qu'ils ne peuvent pas donner ces informations. Le secret médical n'est pas opposable au patient. Voilà donc une autre notion que vous devez retenir. Et si un patient vous demande des informations à travers un formulaire, un certificat, vous devez lui donner ces informations. D'ailleurs, il peut réclamer son dossier médical et vous devez bien évidemment lui donner le secret médical. Le secret médical n'est pas opposable au patient. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le protéger dans l'exemple que j'ai pris et lui exposer les risques qu'il peut courir en donnant des informations à une compagnie d'assurance, alors que ces informations ne sont pas nécessaires à la compagnie d'assurance pour couvrir le risque qu'elle a assuré. Alors vous vouliez surtout, je crois que je parle de la confidentialité des données, puisque c'est le terme plus moderne, mais qui recouvre la même notion que celle du secret médical, mais on parle de la confidentialité des données dans le traitement informatique de celles-ci. La confidentialité des données, elle est protégée déjà par la loi informatique et liberté, et plus fortement encore par le règlement général sur la protection des données, qui a une dimension européenne et qui s'impose aux États membres de l'Union et qui s'impose à nous, médecins, lorsque nous traitons des données personnelles de santé, lorsque nous les collectons et lorsque nous les traitons. Tout d'abord, la collecte des données personnelles par la voie informatique doit recueillir le consentement du patient. Il doit être informé que vous traitez les données, ils le savent tous, mais enfin c'est bien de leur dire par une petite affichette qui peut être mise dans les salles d'attente des cabinets libéraux ou dans le livret qui est remis aux patients qui rentrent dans un établissement, que les données sont collectées. Elles sont collectées dans un système d'information, dans un dossier informatisé. Théoriquement ou conceptuellement, le patient peut s'opposer à la collecte.
Vous pouvez lui dire à ce moment-là, d'ailleurs, soyons pragmatiques, que si le patient s'oppose à la collecte de ces données, vous ne pouvez pas tenir de dossier, et puis vous pouvez lui suggérer aimablement que dans ces conditions, sauf urgence ou manque à un devoir d'humanité, vous pouvez vous retirer de dire au patient, écoutez, moi je travaille de cette façon-là, si vous ne voulez pas que je collecte vos données dans mon système d'information, eh bien, allez voir ailleurs. Ne lui dites pas allez voir ailleurs sur un air méchant, mais vous lui dites que vous ne travaillez pas de cette façon-là. Alors, deux situations, et je vais revenir à l'interdisciplinarité, mais en première intention, le médecin est seul. Ça arrive encore. Rarement, mais ça arrive encore. Il a un logiciel, il est néanmoins informatisé, et ou bien les données sont conservées in situ sur le disque dur de l'ordinateur, auquel cas il faut penser à faire des sauvegardes régulières, parce que le disque dur peut se planter, il vaut mieux avoir une sauvegarde, et surtout, il peut y avoir des ransomware qui viennent bloquer le système à titre économique ou financier, puisque le hacker vous demande de l'argent pour débloquer votre système. Ce qui l'intéresse, lui, c'est pas de l'intrusion dans les données personnelles, c'est tout simplement vous empêcher de bosser, puisque votre logiciel est bloqué, et donc il faut penser à faire une sauvegarde. Ou bien votre dossier n'est pas in situ, mais il est hébergé, c'est-à-dire que vous avez un contrat avec un éditeur de logiciel qui héberge votre dossier. À ce moment-là, votre responsabilité est partagée, vous restez toujours responsable du traitement des données, mais vous n'êtes plus responsable de la qualité de l'hébergement si c'est un hébergeur agréé de données personnelles de santé. Il y a en quelque sorte un déport de la responsabilité vers l'hébergeur de données. Il faut que ce soit un hébergeur agréé de données personnelles de santé. Je vais vous rappeler un fait juridique. Un PH de pédiatrie à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille voulait faire une recherche chez l'enfant, avait hébergé, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, les données des dossiers sur Google, je ne sais quel système, mais c'était sur Google, et un jour la mère de l'enfant va sur Google, elle tape le nom et le prénom de l'enfant pour voir s'il était sur Google, et elle tombe sur son dossier, elle a porté plainte au civil devant le tribunal de grande instance, et ce confrère a été condamné à 5 000 € d'amende. Le tribunal avait été clément, et cette consoeur a été bien inspirée de ne pas faire appel, car elle aurait été probablement sanctionnée de façon beaucoup plus lourde. Il n'y a pas eu de poursuite disciplinaire devant l'ordre, mais s'il y en avait eu, il y aurait également eu une sanction disciplinaire, car les données, c'est bien beau de parler du secret, de faire des colloques autour du secret, mais encore faut-il que les moyens techniques pour la protection du secret soient respectés. Alors j'en arrive enfin à l'interdisciplinarité. Il me reste quoi, 5 minutes à peine 3 minutes. Bon, je vais en prendre 4. L'interdisciplinarité, ce sont les échanges et les partages de données. Dans les échanges et partages de données, il y a deux situations. Ou bien il y a une équipe de soins qui est définie par la loi actuellement, c'est le L1110-4 et L1110-12 du Code de la santé publique, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui concourent à la prise en charge d'un même patient. Le patient doit connaître la composition de l'équipe de soins et il peut exercer juridiquement un droit d'opposition pour un des membres de cette équipe de soins pour des raisons... ça peut être, à titre d'illustration, un patient homme qui rentre dans un établissement de santé, il y a une infirmière dans l'équipe de soins qui se trouve être son ancienne conjointe avec une séparation qui a été difficile, eh bien il peut demander que son ancienne conjointe n'ait pas accès à ses données personnelles de santé. C'est assez théorique ce que je vous dis, mais telles sont les dispositions de la loi. Dans l'équipe de soins, tous les membres de l'équipe de soins, sauf opposition, ce que je viens de vous dire, ont accès au dossier du patient. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les services où vous exercez votre activité. C'est également ce qui se passe en pratique ambulatoire lorsqu'il y a une équipe de soins
que cette équipe de soins soit dans une maison de santé pluriprofessionnelle ou qu'elle soit éclatée. Il n'y a pas nécessairement une unité géographique, puisque le dossier de l'équipe de soins, le dossier informatisé de l'équipe de soins, il peut être hébergé, et cela existe déjà. C'est ce qu'on appelle des pôles, plutôt que des maisons de santé, ce sont des pôles, c'est-à-dire qu'il y a des cabinets médicaux qui sont dispersés sur un territoire, avec néanmoins un dossier unique, et ce sont les membres de cette équipe virtuelle de prise en charge qui ont accès aux données. Un élément important, c'est la traçabilité des accès. La traçabilité des accès doit être assurée par la carte de professionnel de santé qui a d'ailleurs été distribuée aux internes de la dernière génération, puisqu'ils ont été enregistrés par l'ordre dans le RPPS. On sait bien que dans les applications hospitalières, il y a encore peu d'établissements qui utilisent la carte qui permet une authentification forte, et que c'est souvent un identifiant mot de passe. Si c'est un identifiant mot de passe, il faut bien que le mot de passe ne soit pas 000 ou 111 ou 222 comme on le voit, ou 1234 comme on le voit trop souvent. Il faut, le dit la CNIL, des mots de passe complexes. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en infraction avec la loi informatique et liberté. C'est à peu près le même sujet, c'est à peu près le même élément qu'il faut retenir pour le dossier médical partagé, le DMP, le fameux DMP, et les règles et les principes que je viens de vous dire, un peu sommairement compte tenu du temps, mais nous aurons peut-être une discussion à la fin des exposés, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent au DMP que les principes que je viens de vous donner d'une manière générale sur la protection des données, le traitement, la collecte, et le traitement des données personnelles. Voilà ce que j'avais à vous dire de façon, c'est un survol. Merci, Dr Lucas. Alors, grâce à vous, nous avons pu obtenir des informations pratiques et techniques que l'on pourra mettre en place en pratique au sein du cabinet de médecine générale. Nous pourrons maintenant donner la parole à Monsieur Roland pour continuer d'approfondir notre débat sur la place du bioéthique à l'ère du numérique. Bonjour, j'espère que vous tenez le coup parce que c'est un sujet qui est compliqué et que c'est vrai qu'on a très peu de temps pour essayer de faire ça. Et je voulais d'abord vous remercier d'être là, ça prouve que le sujet vous intéresse. Surtout que je viens de parler après 2 intervenants de grande qualité et que moi j'ai pas beaucoup plus de légitimité que vous à être là. Et donc je vais essayer de vous parler un petit peu du secret médical à l'ère de 3.0, mais vous pourriez tout aussi bien que moi le faire. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à essayer d'interagir, parce que moi je fais un peu d'éthique effectivement, et l'éthique ça pose surtout beaucoup de questions, mais j'ai pas la prétention d'avoir les réponses. Si ça vous va, l'interactivité est formidable. Très bien. Ok. Alors, pour commencer, donc moi je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie du médicament, et cette diapo elle vise simplement à vous dire que effectivement je suis un cursus d'éthique et j'ai quelques activités essentiellement associatives qui montrent que moi mon point de vue c'est plutôt que la médecine c'est quand même un art, donc on n'est pas forcément tous d'accord sur la question, mais voilà, j'ai ce sentiment là, et donc je vais vous présenter un avis sur le secret médical et le numérique, qui est un avis que j'ai élaboré au cours de mes recherches, mais qui est sujet à discussion, et j'espère qu'on va pouvoir en discuter. Ok, donc, ouais, ça tourne. Tout d'abord, première question, qu'est-ce qu'un secret ? Si je vous demandais à chacun un mot sur le terme secret, est-ce qu'il y a quelques mots qui peuvent surgir de la salle ? Waouh ! Ça ressemble à un secret, en fait, le silence est une forme de secret. Allez, dites-moi des mots. Personnel. Personnel, ok. Confidentiel, d'accord. Chute. Ah, oui, chute, ok. D'autres mots. Le respect, l'information. Ouais, d'autres.
Le tabou. Le tabou, j'ai entendu autre chose. Sélectif. Sélectif. Subjectif. Subjectif, ouais. Le pouvoir, merci. Ok, donc quand même, il y a quand même beaucoup de choses. On passe du personnel au pouvoir, du subjectif à la confidentialité, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Moi, j'ai été ouvrir un dictionnaire, parce que voilà, quand on est en partie philosophe, on aime bien ouvrir le dico pour voir un petit peu de quoi on parle. Et il y a plein de définitions qui sont proposées, mais le point commun, souvent, c'est quelque chose qui effectivement doit être tenu caché, avec une notion de discrétion, donc chute, c'est pas mal. Et qui est réservé aux initiés, et ça dans un contexte médical, et comme nous sommes des médecins en devenir, ou presque, ou déjà médecins, disons, il y a cette question d'initiation à la médecine, et il y a cette question peut-être de secte, où on garde ce secret entre nous. D'accord ? Et ça, c'est un élément qui est important. Je ne voulais pas revenir sur l'histoire du secret médical en détail, mais comme on vous l'a dit, il y a déjà, avant même Hippocrate, un passage de la Bible, voilà, où on trouve une notion de secret. Après, il y a bien évidemment donc, notre ami Hippocrate, qui nous demande de regarder la discrétion, comme un devoir. Et puis, il a été un peu oublié pendant le Moyen-Âge. Il est revenu au moment de la Renaissance avec les facultés de Paris. Je vais très vite parce qu'on en a déjà parlé, c'est pas forcément fondamental et vous pouvez trouver ça dans n'importe quel bouquin d'histoire. Et puis, dans le Code pénal de 1800, voilà, premier élément du Code pénal, donc avec une condamnation si on ne le respecte pas, qui va finir par se traduire dans notre Code de déontologie en 47, et puis dans les différentes lois de type le 4 mars 2002 avec ce fameux respect de la vie privée, on parlait de respect tout à l'heure, du secret des informations qui le concernent, etc. Ce qui est intéressant, c'est cette citation d'un grand nom de l'histoire du Conseil national de l'ordre des médecins qui était président. Il n'y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret. Et si c'est intéressant, c'est parce que historiquement, finalement, le secret, c'est pas juste le fait de garder quelque chose pour nous, entre nous et le malade, mais c'est encore plus puissant que ça. Une petite parenthèse historique, en avril 1944, donc sous l'occupation, il y avait un communiqué allemand qui obligeait les habitants, et en particulier les médecins, à signaler aux autorités allemandes tout blessé par balle ou par explosif. Et le monsieur dont on a parlé à l'instant, Louis Porte, avait envoyé un télégramme à tous les médecins français dans lequel il disait se permettre de rappeler personnellement à ses confrères qu'appelés auprès d'un malade ou d'un blessé, ils n'ont d'autre devoir à remplir que de leur donner leurs soins, le respect du secret professionnel étant la condition nécessaire de la confiance que le malade porte à son médecin. Il n'est aucune considération administrative qui puisse les en dégager. Donc, est-ce que cet acte d'une certaine forme d'éthique, finalement, de respect de valeurs, etc., c'est pas aussi faire de l'éthique, c'est pas aussi assumer des choses et avoir un certain courage, et par rapport au secret, c'est avoir le courage de le garder. Voilà, on parlait tout à l'heure des sociétés de mutuelles qui essayent de récupérer des informations, c'est valable aussi pour les banques, c'est valable aussi pour tout un tas de sociétés qui seraient très intéressées d'avoir ces données-là. Je sais pas si je suis clair, si je vais trop vite, vous me faites coucou, voilà. Ça va se poser comme question parce qu'il y a eu des débats récemment, par exemple, sur le fichage des patients qui auraient eu des hospitalisations en psychiatrie. Ce fichage numérisé, quel acte, nous, en tant que médecins, on aura pour protéger ces personnes-là d'une divulgation de ces données, etc., etc. C'est tout un tas de questions qu'on aura peut-être à questionner et à réfléchir ensemble. Je ne reviens pas là-dessus, on connaît tous très bien le secret médical. Je vous invite vraiment vu que dans le Welcome Pack, il y a le petit code de déontologie médicale, d'aller y jeter un œil et surtout d'aller sur leur site où ils ont des commentaires sur chacun des articles, et le commentaire sur le secret médical est vraiment très bien fourni. Il vous donne toutes les exceptions au secret médical, toutes les dérogations, et vraiment, vraiment très intéressant, notamment par rapport au VIH, etc. Je crois que j'ai dépassé déjà mon temps. Bon, bref. Rapidement, il y a 30 ans, on avait des médecins généralistes qui avaient des dossiers papier, d'accord ? Il y a une société qui s'est créée, le CGDIM, et qui proposait d'informatiser les cabinets médicaux en aidant à l'installation du logiciel, etc., etc. Ça a fait grand bruit dans la presse parce qu'il s'est avéré que cette société redistribuait les données qu'elle récupérait comme ça à différentes sociétés, notamment l'industrie pharmaceutique, mais aussi les mutuelles, etc., etc. Donc ça nous pose déjà une première question sur l'utilisation à l'ère du numérique des données de santé. C'est toujours avoir l'idée de la finalité des outils qu'on utilise et où vont les données quand on les rentre. Mais ça,
pour l'instant, le médecin était encore, responsable ou du moins garant du secret médical parce qu'il pouvait choisir ou pas d'entrer les données. Je passe sur cette anecdote, je vous invite à lire l'histoire de Gillian Brockel, du journaliste, qui est journaliste, qui a eu un enfant, enfin, qui a été enceinte, qui l'a publié sur les réseaux sociaux, qui a perdu son enfant en fausse couche, voilà, et pour lequel les réseaux sociaux continuaient de lui proposer des produits pour les jeunes bébés, etc., etc. Ce qui en dit long, parce que là, il n'y a pas de médecin dans l'affaire, mais dans les données sautées qui peuvent être récupérées de toute autre manière, sans contrôle médical, entre guillemets, et donc permettre de nombreuses dérives liées aux algorithmes, etc. Aujourd'hui, donc, moi je trouve qu'on est sur un paradoxe du secret. C'est-à-dire qu'il y a plein de pratiques qui pourraient être à risque, on en a parlé, dossier médical partagé, mais ne serait-ce que répondre au téléphone dans un service pour donner des nouvelles, on ne sait pas très bien qui est au bout du fil, et on pourrait être attaqué pour ne pas avoir vérifié que c'était bien la personne qui se présentait au bout du fil, à qui on a donné des informations. Il y a aussi toute la question des applications santé qui explosent sur tous les téléphones et dans lesquelles le patient ou le citoyen va rentrer lui-même ses informations de santé sans savoir précisément ce qui va en être fait. Donc, d'un certain côté, il y a l'empowerment du patient, c'est-à-dire qu'avec ces applications, il peut être plus autonome, comprendre mieux ses soins, voire même avoir un gain de chance. Et de l'autre côté, il y a aussi cette question du biopouvoir. La médecine, vous êtes d'accord avec moi, c'est une forme de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a quand même le pouvoir de dire cette personne-là, voilà, elle est de telle maladie, il faut qu'elle se fasse soigner comme ci, comme ça. Elle peut refuser, mais parfois elle ne le peut pas, comme pour les consentements aux soins psychiatriques, par exemple. Et puis il y a, voilà, des fois on aimerait faire le bien, et puis parfois on fait pas forcément le bien, et c'est toute la question du primum non inséré, on va pas revenir dessus. Ce qu'il y a, ça a été dit dans la première intervention, c'est qu'il y a un appauvrissement dans nos formations de philosophie, de sciences humaines, d'éthique, de capacité à réfléchir, à remettre un peu en question ce qu'on nous apprend. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais en tout cas, on pourra en discuter. Et ça, à mon avis, c'est un des éléments qui vont nous permettre justement de savoir manier les outils, pas être alarmiste, pas dire faut pas le faire parce que sinon ça risque de dériver, etc. Mais on va le faire de façon contrôlée, établie, et on va pas se plier à la décision du protocole, de l'algorithme, etc., etc. Voilà. Je vais passer sur cette diapo, mais juste qu'on fasse pas de mélange entre l'éthique, la morale, la déontologie, le juridique, le psychologique, c'est pas pareil. L'éthique, c'est un processus. Ça veut dire qu'on n'est pas éthique, on réfléchit, on a des réflexions, elles s'étalent dans le temps et elles ont un caractère éthique comme ça. Et donc face à l'automatisme du numérique, des protocoles, des trucs où on rentre les données, on a un score à la fin, il faut peut-être aussi se garder un petit temps pour penser. Et ça, c'est à mon avis tout l'intérêt d'une formation à l'éthique dans notre profession. Donc quelques pistes pour pouvoir se développer, donc toujours rester attentif et critique, sélectionner ses données de travail, où est-ce qu'elles vont les donner, comment, dans quel but, rester informé sur la loi, l'éthique, la déontologie, se former à l'informatique, au bon usage du numérique, professionnellement et peut-être pas seulement, parce que quand on crée des réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou des choses comme ça, quelque part on s'expose aussi sur le plan médical et donc on peut exposer nos patients. À titre d'anecdote, il y a parfois des jeunes externes ou étudiants en médecine qui se prennent en selfie dans les murs de l'hôpital et qui publient ça sur les réseaux sociaux avec le nom des patients qui peuvent apparaître, les radios un petit peu extraordinaires, etc., etc. Même aux ECN, ils font ça. Voilà. Donc, restons critiques, toujours. Voilà. Je finis avec on n'est pas éthicien, on le devient peut-être. Je ne sais pas si c'est bien de devenir éthicien, je pense que c'est bien de faire de l'éthique un petit peu, en soignant, en réfléchissant et en confrontant nos questionnements. Et j'espère, parce que là j'ai parlé tout seul et j'ai horreur de ça, et j'espère qu'on va pouvoir échanger là-dessus. Je vous laisse cette citation de Didier Sicard que j'aime beaucoup, qui vous montre que l'éthique c'est une interrogation perpétuelle, et je crois que c'est le mot-clé à retenir pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à Monsieur Roland. Nous allons sans plus tarder passer aux échanges avec la salle. Alors, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. De façon logistique, est-ce que vous pourrez juste le tendre la main, que mes deux collègues puissent passer avec les micros? Bonjour.
Merci pour tout ce que vous nous avez dit. J'avais juste une question. Je trouve que nous, en tant qu'internes, on aime quand même bien avoir des avis. Et une des manières d'avoir des avis en ce moment, c'est parfois se constituer des groupes. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être des groupes par des boîtes mail plus ou moins protégées, avec des spécialistes, ça peut être des dermatos, ça peut être des chirurgiens, etc. Et je voulais savoir ce qui était compatible avec notre éthique médicale. Mettons si je demande juste un avis pour voilà, un monsieur où je donne juste son âge et la situation dans laquelle je suis et qu'est-ce que feraient les spécialistes que je contacte là-dessus. Est-ce que je reste encore dans une bonne éthique médicale? Est-ce que j'enfreins quelque chose? Voilà, c'était ma question. Alors, ça existe. C'est le premier constat. On voit sur Twitter, par exemple, DocTocToc, qui ne correspond pas nécessairement d'ailleurs à des externes ou à des internes, mais à des médecins déjà installés, qui vont poser une question et qui ont une réponse d'ailleurs, souvent collective, mais qui est très efficace. Dans ces cas-là, vous devez impérativement faire en sorte que le patient ne puisse pas être reconnu. À partir du moment, alors il y a deux façons pour qu'il ne soit pas reconnu. C'est premièrement que vous soyez sous pseudo. Déjà, ça protège le patient puisqu'on ne sait pas qui vous êtes. C'est toutefois réprimé par le Code de la santé publique. Je tiens à le dire, vous ne pouvez pas, au regard de la réglementation, avoir des activités se rapportant à la médecine. Vous ne pouvez pas exercer la médecine, sous pseudo. Vous pouvez éventuellement avoir un pseudo pour des activités se rapportant à la médecine, mais normalement, le législateur en 47, rappelez-vous 47, en 47 avait dit que la médecine ne peut pas être exercée sous pseudo. Elle ne peut pas être exercée sous pseudo parce que le corps médical, dans les années sombres de notre pays, tous n'ont pas eu un comportement irréprochable. Et c'est la raison pour laquelle le pseudo est interdit et a continué de rester interdit. Donc sur le plan pratique, l'ordre, en tout cas, ne peut pas dire qu'on peut être sous pseudo sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, c'est que le patient lui-même, que vous soyez sous pseudo ou pas, le patient lui-même ne doit pas être reconnu. Il peut s'agir d'un homme qui a 75 ans, qui a ceci ou qui a cela, mais il ne faut pas que directement ou indirectement on puisse retrouver son identité, auquel cas le secret est protégé. Je vous engage d'ailleurs à lire, Serge Usan a fait la promotion de l'intelligence artificielle que vous trouvez sur le site du Conseil national, je vous engage à lire également Déontologie médicale sur le web, qui est également sur le site du Conseil national et où vous retrouvez un certain nombre d'informations très pratiques sur les bons comportements. Il va d'ailleurs être remis à jour prochainement. J'ai répondu à votre question? Oui, et une toute petite apostrophe sur, mettons, j'ai on va dire une image de radiologie, ça peut être une écho, quelque chose comme ça, que j'ai du mal à interpréter. Ça peut aussi être un électrocardiogramme, mais quelque chose quand même qui correspond à mon patient. Même si je ne montre aucun nom, que tout est flouté, son image reste quand même potentiellement reconnaissable par, je sais pas, le patient lui-même si jamais il tombe dessus. Bon, théoriquement, il ne devrait pas tomber dessus, mais est-ce qu'on a le droit de publier des images, notamment de dermatos, par exemple, pour avoir des avis? Vous pouvez publier des images comme quand vous faites une communication, Serge me reprendra éventuellement, comme vous faites une communication devant une société académique. Vous ne devez pas, l'identité du patient, c'est la même question, la même réponse, pardon. L'identité du patient ne doit pas être déduite. Donc si vous mettez un tracé électrocardiographique, il faudrait que le patient aille ensuite et dire « mais si c'est mon tracé à moi parce que j'étais en fibrillation auriculaire ». Il y a quand même beaucoup de fibrillations auriculaires qui se ressemblent les unes les autres. Donc non, c'est possible. Je vais même aller un peu plus loin, c'est qu'il peut y avoir des illustrations, avant-après je vais dire, ou des illustrations sur une activité chirurgicale où des images parlent beaucoup mieux que de très longs discours. Donc c'est possible, à la condition, j'insiste beaucoup là-dessus, que le patient ne puisse pas être reconnu. Et on voit parfois sur Twitter des confrères qui, par maladresse d'ailleurs, laissent la possibilité de reconnaître le patient.
Ils sont d'ailleurs immédiatement repris par le réseau, enfin pas par Twitter lui-même, mais par les gens qui y sont et qui lui disent efface, efface, puisque manifestement on peut reconnaître le patient. Donc voilà la règle. S'il vous plaît, il ne doit pas être reconnu par le patient lui-même ou par les médecins? Par le public. Il y a un des intervenants qui veut compléter la réponse, peut-être? Oui, juste, ce qui est bien aussi, c'est quand même de prévenir le patient, parfois, tout simplement, de lui dire, voilà, j'aimerais pouvoir montrer cette photo à un de mes collègues pour le cadre de votre diagnostic. Je pense que c'est quand même assez important que le patient soit informé, voilà, tout simplement, chose qu'on ne fait peut-être pas forcément suffisamment. On va passer à une autre question. Bonjour, Oliac Sébastien, interne à Limoges. Tout d'abord, merci pour vos interventions qui sont riches en informations. Je voulais vous poser une question face à une situation qui nous est tous arrivée en tant qu'interne ou externe vis-à-vis des avis téléphoniques sur tel ou tel patient, où on peut nous demander complément d'information. Il est aisé d'outrepasser le secret médical dans ces situations, dans le sens où nous ne savons pas toujours à qui nous avons affaire de l'autre côté du combiné. Il est aisé de donner des traces écrites d'eux-mêmes. Je pense qu'il nous est tous arrivé, en tant qu'externe ou interne, d'appeler des cliniques privées ou autres afin de récupérer le dossier médical du patient pour complément d'information, et par simple appel téléphonique en donnant un numéro de fax, de recevoir le dossier complet du patient, d'où la limite de se dire quelles sont les choses qui peuvent nous permettre de protéger le secret médical du patient et également de nous protéger, nous, dans notre habilité à pouvoir demander ce type d'information. Juste dire un mot. Alors, ayant dirigé un service hospitalier pendant 30 ans, il y avait souvent ce problème. En plus, c'est un patient qui est arrivé dans la nuit aux urgences, qui dit « Avant-hier, j'étais aux urgences, on m'a fait cet examen, etc. » C'est très délicat. De façon générale, le téléphone lui-même est un mauvais vecteur. Mais vous-même, vous l'avez cité, c'est de dire, bon, envoyez-nous le compte-rendu de la consultation par fax. Mais vous pourriez être la situation que j'ai eu à voir 3 ou 4 fois. L'employeur du patient, qui en fait veut savoir ce qu'a la personne et qui donne un numéro et se fait recevoir un fax. Donc théoriquement, il faut, avant d'envoyer le fax, qu'il y ait un moyen de téléphoner à l'endroit où on va envoyer le fax, donc on rappelle, et à ce moment-là, on vérifie ce point. Mais c'est vrai que dans beaucoup de situations, on ne l'a pas fait, et que vous mettez là en avant un problème qui est tout à fait important. Alors il y a plein de situations auxquelles que malheureusement vous allez découvrir dans votre carrière. L'employeur qui veut savoir si elle est vraiment malade et parce qu'elle est en période d'essai, s'il faut la virer tout de suite ou la garder. Le couple qui est en train de se séparer et qui veut savoir je ne sais quoi, et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement difficile. La seule, aujourd'hui, ce qu'on m'avait rappelé, c'est que la seule garantie d'envoi à un destinataire, garantie en gros par l'État, c'est la Poste. C'est la Poste. Donc dire on va vous envoyer. Mais alors c'est vrai que le fax, et alors aujourd'hui scanner un truc, etc. Donc je crois qu'il faut prendre quelques précautions et puis être suspicieux. Mais il n'y a pas de garantie absolue dans ces situations-là. C'est très difficile. Alors il faut juger aussi de l'urgence. Avoir besoin d'un compte-rendu opératoire pour savoir si c'est une occlusion sur bride, c'est quand même, ça peut être urgent parce que le malade est en occlusion dans une salle. Maintenant, avoir un résumé de dossier, ça permet de vérifier et de dire, écoutez, je vous l'envoie par la poste. Et puis il y a aussi maintenant, même par la poste, je vous signale, la possibilité d'envoyer des courriers en recommandé avec accusé de réception par le biais d'Internet. Moi j'ai découvert ça, ça permet quand même d'aller plus loin. Mais c'est embêtant. C'est là où il faut qu'on garde une certaine appréciation. Je dirais, pour compléter ce que vient de vous dire Serge Usan, vous devez être certain de l'identité du destinataire.
vous devez être certain de la légitimité de la demande sur le plan. Alors, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il ne faut pas non plus s'en faire des montagnes, car dans un grand nombre de cas, vous êtes certain de l'identité du destinataire, dans la majorité des cas, et vous êtes certain de la légitimité de la demande. Mais dans le doute, il faut appliquer l'adage « dans le doute, abstiens-toi ». Moi, je me souviens d'ailleurs personnellement avoir un jour téléphoné à un service d'épreuve d'effort parce que je voulais avoir je suis cardiologue, le compte-rendu d'une épreuve d'effort que j'avais un patient devant moi. Je suis tombé sur la secrétaire qui me l'a envoyé et elle ne savait pas du tout qui j'étais. Je lui avais dit qui j'étais, mais j'aurais pu usurper une identité. Donc il faut quand même lutter contre ça. Et troisième élément, il faut que le patient, s'il est, ce que Franck a dit, s'il est en état de le dire, accepte que vous transmettiez les informations. Mais de grâce aussi, ne mettez pas des herses et des barrières dans votre parcours. Il faut que vous ayez ça à l'esprit. Enfin, il ne faut pas qu'à chaque fois, vous souleviez des objections, Serge Usan l'a bien dit, alors que l'information nécessaire et pertinente pouvait être indispensable. Il y a d'ailleurs eu une condamnation d'un confrère sur le plan du droit commun qui n'avait pas voulu transmettre un résultat de scanner par son smartphone parce qu'il estimait que ce n'était pas suffisamment sécurisé. Nanana. Le patient en a eu un dommage, la famille s'est retournée contre ce médecin en considérant qu'il pouvait, connaissant l'identité du destinataire et connaissant l'urgence de la situation, qu'il devait envoyer cette information. Donc voilà, on est toujours dans une situation qui peut être qui généralement est assez simple, mais quand vous avez des interrogations, abstenez-vous ou demandez au Conseil de l'ordre, nous sommes là pour ça. Et puis, ayez une démarche de bonne foi, parce qu'elle vous défendra s'il y a un problème. Votre bonne foi peut être établie. Si vous avez pris quelques précautions, que vous avez jugé qu'il y avait une situation d'urgence, votre bonne foi sera établie et à ma connaissance, vous ne serez pas condamné. Surtout si vous avez face à vous des gens raisonnables et qui ont eu l'expérience de ça, ce qui est théoriquement le cas des experts. Et puis juste pour compléter, vu qu'on est dans un contexte de réflexion, c'est vrai que l'hôpital a quand même un certain retard sur le plan de l'acquisition des nouvelles technologies de l'information. Et aujourd'hui, on est capable de créer des systèmes d'échange de mails, par exemple, sécurisés, cryptés, où le destinataire et le service auquel vous faites référence ont chacun un fichier protégé, etc., qui leur permet de lire les mails de l'un et de l'autre, et qui est inviolable, en quelque sorte. Je ne saurais pas expliquer plus, moi je fais de l'éthique, pas de l'informatique, mais voilà, il y a des systèmes qui existent, simplement ça nécessite que, effectivement, les agents de communication, que ce soit les médecins ou les infirmiers, où les secrétaires soient formés à l'utilisation de ces technologies, et ça suscite aussi la nécessité d'upgrader, j'allais dire, le matériel hospitalier. Et c'est très utilisé chez les médecins, en tout cas. Oui, parce que le fax, quand même, c'est un peu antédiluvien, comme le disait Serge Usan tout à l'heure, mais enfin, ça fonctionne encore. Dans la loi qui est actuellement, le projet de loi qui va arriver donc au Parlement, il vous a peut-être avez-vous vu ou su qu'il y avait un espace numérique santé personnel qui pourra être donné à chaque citoyen. Santé. Et que donc, dans cet espace sécurisé, il doit y avoir une messagerie sécurisée qui permettra des échanges du patient vers le professionnel de santé, qui n'existe pas actuellement. Envoyer des messages avec des données de santé via Gmail, c'est quand même relativement au secret assez périlleux. Encore que voilà, les forces occultes ne vont pas forcément s'intéresser au mail qui dit « Oui, Madame Michu a effectivement une angine ». Donc il faut tout quand même relativiser. Mais cet espace numérique en santé va représenter un progrès indiscutable en mettant le numérique au service des professionnels de santé, des médecins. Je voulais aussi éveiller, on a parlé de la protection rigoureuse du secret. Mais il peut y avoir parfois un conflit de devoirs.
par rapport à la protection du secret. Et l'intégrisme en matière de secret peut arriver à l'effet inverse que le principe de la protection du secret veut protéger. On peut prendre un exemple caractéristique, c'est le pilote de la Germanwings. Vous vous souvenez, ce pilote légèrement fêlé, on va dire ça comme ça, qui a envoyé son avion au titre d'un suicide dans la montagne, en suicidant, si je puis dire, en trucidant plus exactement, tous les passagers qui étaient dans son avion. On voit bien le conflit de devoir que le médecin peut être placé dans le conflit de devoir. Dois-je respecter le secret médical par rapport à l'employeur, ou dois-je dire ce pilote ne peut plus piloter? Donc la tentation est grande, et Franck l'a évoqué tout à l'heure pour les malades psychiatriques, la tentation est grande pour le législateur de faire une loi à chaque fois que ce problème se pose pour entraîner une nouvelle dérogation au secret. Mais si de dérogation en dérogation, on arrive au fait qu'il n'y aurait plus de secret. Donc c'est le principe de transgression que Serge Usan a évoqué en matière d'intelligence artificielle qui peut être appliqué. Et là encore, si vous transgressez à une règle fondamentale de bonne foi, bien évidemment, vous auriez à tout le moins des circonstances atténuantes. Et vraiment, je pense que si le médecin allemand avait dit que ce pilote ne pouvait pas piloter, il n'aurait vraisemblablement pas été condamné, ou il aurait eu une condamnation symbolique par les juridictions, et il y aurait quand même eu 250 personnes qui seraient encore vivantes. Donc c'est quand même un élément extrêmement important de savoir que le secret est une règle, mais que comme toutes les règles, elles peuvent être transgressées, la transgression, bien sûr, entraînant la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la personne qui a transgressé. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Lélia Damani, je suis interne en médecine générale. Tout à l'heure, en parlant de secret médical et d'éthique, on a évoqué les assureurs qui sont friands de toutes les informations qu'on a. Et on voit fleurir en ce moment des plateformes de téléconsultation en médecine générale, et notamment développées par des assureurs. Je voudrais avoir votre avis là-dessus et est-ce qu'on a déjà des pistes pour savoir un peu comment on va encadrer cette nouvelle pratique qui va prendre de l'ampleur dans les futures années. Merci. Dire un mot à propos du document. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Il est à ma droite le spécialiste, il va vous parler. Mais on a dit tout à l'heure que si un patient vous demande de remplir un document concernant une demande d'assurance et que vous remplissiez le document pour l'envoyer avec l'accord du patient, moi je recommandais toujours à mes collaborateurs d'inscrire sur le document rempli à la demande de monsieur X en sa présence et transmis avec son accord. Et j'en gardais une copie dans le dossier. Parce que la ceinture et les bretelles, ça peut être utile de temps en temps. Oui, je confirme ce que vient de vous dire Serge Usan. Moi, je faisais signer même ces papiers par le patient, et le plus souvent, d'ailleurs, je lui remettais en main propre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est lui qui transmet. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le secret n'est pas opposable au patient. Donc si vous avez des demandes de la part de compagnies d'assurance, le document doit être remis, je vous le conseille en tout cas, doit être remis au patient, et après que vous l'ayez rempli, vous pouvez prendre la précaution supplémentaire de dire que ce certificat a été remis en main propre et de demander au patient de le signer, le document que vous lui avez envoyé. Je vous renvoie d'ailleurs, sur le plan des assurances, à la lecture également du rapport qui est sur le site du Conseil national, certificats médicaux et compagnies d'assurance, qui est extrêmement bien documenté et qui est régulièrement mis à jour. Alors, pour ce qui concerne les téléconsultations, les téléconsultations qui sont proposées par des assureurs complémentaires ou par des mutuelles pour leurs adhérents, d'abord le Conseil national élève de fortes objections sur ce canal, mais pas sur le point que vous soulevez, c'est qu'on considère que c'est une ubérisation de la médecine, puisque chaque compagnie pourrait avoir à ce moment-là son réseau de téléconsultation pour ses adhérents. Et elle ne rembourse, bien évidemment, ou elle ne prend en charge que ses adhérents.
ce qui à nos yeux est une entorse au principe de solidarité nationale, et je pense que Patrick Bouet a dû en parler ce matin en assemblée plénière sur le principe de solidarité. Mais ce n'était pas là votre question. L'hébergement et les échanges de données qui se font à l'occasion d'une téléconsultation entre un patient et un médecin, même si c'est opéré par une compagnie d'assurance ou une mutuelle, se font via une plateforme sécurisée, via un système sécurisé auquel l'assureur n'a pas accès. L'assureur sait simplement que un de ses adhérents a consulté, mais il n'a absolument pas connaissance du contenu de cette téléconsultation. Donc le secret médical est absolument préservé. Il n'y a pas de risque à ce moment-là dans le fonctionnement régulier du système. Pas plus qu'il n'y en a si vous faites des téléconsultations, vous allez avoir bien sûr recours à un moyen sécurisé qui peut être... on va prendre Doctolib par exemple, puisque Doctolib a publié récemment là-dessus, il met à disposition la plateforme sécurisée, met à disposition moyennant rétribution bien sûr, la plateforme sécurisée pour que la téléconsultation ait lieu. Donc il n'y a pas de... Le secret médical est préservé. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, alors, bonjour. Maxence Piton, je suis interne à Clermont. Moi, j'avais une question. Je souhaite revenir sur la question des logiciels médicaux et notamment des logiciels de gestion des données de patients. Sur deux aspects. La question que tu as soulevée, Franck, sur le CGDIM, le scandale de CGDIM, est assez intéressant, et du coup se pose la question, demain je veux m'installer, je veux mettre en place un logiciel métier pour la gestion de mes dossiers patients. D'abord sur le versant réflexif, qu'est-ce que je me pose comme question et qu'est-ce que je dois vérifier auprès des éditeurs pour être sûr de ne pas mettre en cause la sécurité des données de mes patients. Et la deuxième question, du coup, la deuxième partie de la question s'adresse plutôt au docteur Lucas. Est-ce que, du coup, ces logiciels-là sont, alors, pas labellisés, mais est-ce qu'il y a un droit de regard de l'ordre sur le versant éthique de ces au moins déontologique, des éditeurs, pour avoir... s'assurer entre les éditeurs qui peuvent être à risque de frauduleux et les éditeurs que l'ordre pourrait dire lui on est sûr qu'il est réglo, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place? Est-ce qu'il y a une position de l'ordre là-dessus? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre quelque chose en place sur cet aspect? Alors, je vais te répondre en premier, je laisserai Franck compléter. Pour ce qui concerne CGDIM et d'autres éditeurs, ce sont les médecins qui sont coupables. CGDIM n'a pas été bidouillé dans les ordinateurs à l'insu du médecin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que CGDIM avait demandé aux médecins, est-ce que la nuit, quand vous êtes parti, vous laissez votre ordinateur ouvert et je vais aspirer des données anonymisées, mais ça il faut le croire. En tout cas, il a aspiré des données anonymisées pour les traiter. Et en contrepartie, eh bien, il y avait une maintenance gratuite du système. Donc c'est quand même un certain nombre, oui, mais voilà, c'est quand même un certain nombre de confrères qui ont cédé à la facilité en disant je vais vendre, finalement, enfin indirectement, je vais vendre des données personnelles, ce qui n'est pas autorisé par la loi. Et ça va d'ailleurs être renforcé puisque nous avons été consultés sur ce sujet-là. La loi interdit la vente de données. Par conséquent, ce CGDIM a disparu. Sauf qu'un certain nombre de médecins sont encore attirés par le chant des sirènes et permettent à un institut d'aller aspirer finalement les données moyennant un avantage. Et bien évidemment, ça n'est pas conforme à un bon comportement. Je voudrais prolonger un tout petit peu au niveau de l'anonymisation. Vous avez sans doute entendu parler également dans le projet de loi et après le travail de Cédric Villani et un peu le nôtre, qu'il y aurait un Health Data Hub.
D'abord, je trouve que Health Data Hub, ça fait vachement plus chic que de dire plateforme de données de santé. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que les données des dossiers pourraient également être utilisées pour aller nourrir le système national des données de santé. Le Conseil national de l'ordre n'y est pas opposé, à la condition impérative que les données personnelles, que ces données personnelles soient anonymisées, c'est-à-dire que la personne ne puisse pas être réidentifiée. Et pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir un deuxième aspect de tension éthique, le respect du secret de l'individu, et je crois que nous nous retrouvons là-dessus, mais également l'intérêt collectif qu'il peut y avoir. Et il y a une tension évidente. Pour prendre une illustration, par exemple, les vaccins. Des gens qui disent « moi je ne veux pas être vacciné parce que je ne veux pas pour moi ». Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que plus la couverture vaccinale est étendue, c'est la collectivité que l'on protège, les individus de cette collectivité, mais la collectivité qu'on protège. Donc en matière de recherche, à partir des données de santé, on voit bien tout l'avantage qu'il peut y avoir d'utiliser des données cliniques avec l'information du patient, le consentement du patient et le caractère non réidentifiant de ces données. Il y a donc une certaine similitude avec ce que faisait CGDIM, lui, à des fins commerciales. Oui, absolument. Alors après, sur la question pratique, je pense que c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire toujours se poser la question de la finalité de la donnée. C'est-à-dire le logiciel, essayer de bien spécifier que vont devenir les données, comment sont-elles protégées, comment est-ce que je peux les partager, si j'ai besoin de les partager dans le cadre de telle expertise, d'avis, etc., etc. Ça, c'est une première question qui me paraît, à mon avis, fondamentale, mais sur laquelle on manque de formation. Et sur laquelle, effectivement, la question de la formation, de la sensibilisation des professionnels de santé et des futurs professionnels à la question du numérique et à l'utilisation, le bon usage du numérique est une question, à mon avis, qui est assez fondamentale. Il y a également beaucoup de médecins qui sont un peu versés, effectivement, dans l'informatique et qui développent des logiciels, alors on pourrait dire open source, mais ce ne serait pas le terme adéquat, où vraiment la conception du logiciel est vraiment assurée par des médecins, avec un certain nombre de valeurs, et notamment l'indépendance et la préservation des données, etc. Voilà. Mais ça pose effectivement la question que vous posiez, qui est à mon avis le deuxième acte de réflexion sur finalement qu'est-ce qu'on fait du big data, qui est quand même une source effectivement de développement, de recherche, machin, mais qui pose aussi un certain nombre de questions éthiques, par exemple, et là on va rejoindre un peu, je suis désolé, je vais être un peu jargonneux technique, mais le normal et le pathologique de Canguilhem, parce qu'avec le big data, on retransforme, on revoit les choses d'une toute autre manière. Il y a certains auteurs qui parlent d'un homme profilé avec les données. Voilà, finalement, le taux de sucre moyen, peut-être c'est pas celui auquel on a l'habitude, et peut-être que le diabète pourrait se diagnostiquer avec des seuils qui seraient plus bas, et ça pose la question du seuil à partir duquel on devient pathologique et qu'on devient normal, etc., etc. Toute cette question de la gestion de la donnée et comment ça modifie notre perception de la maladie est importante. C'était les mêmes questions qui ont été posées, par exemple, avec tout ce qui était scanner, accès à l'imagerie, etc., etc. Ça a complètement chamboulé aussi notre vision du normal et du pathologique, les incidentalomes qu'on découvre sur le scanner, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Voilà. Enfin, il y a plein de questions qu'on peut aller vachement plus loin, mais pour rester pratico-pratique, je pense que la question éthique, c'est pour le coup, là, c'est la finalité et les principes en jeu. Quel logiciel répond à mes exigences morales, les exigences du code de déontologie des médecins aussi, pour lequel on peut très difficilement passer outre, à mon avis, et la finalité de la donnée. Tout à fait. La transgression. Vous savez, de plus en plus, d'abord, je crois, je vais contredire un peu Franck, je ne crois pas que ce soit parce qu'on est médecin qu'on n'est pas éventuellement homme d'affaires. Et quand on veut développer des logiciels, très rapidement, on va vouloir les vendre. Donc, voilà. Il ne faut pas confondre l'exercice de la médecine et puis le business qu'on peut également vouloir faire quand on est médecin. De plus en plus de logiciels, en fait, sont actuellement des solutions hébergées. C'est-à-dire que vous n'avez simplement sur votre poste de travail que une connexion Internet, bien sûr, et votre clavier. Et en fait, vous appelez le dossier qui va se trouver dans le cloud, quelque part. Et vous vous procurez
le dossier hébergé, très souvent d'ailleurs avec un abonnement mensuel qui inclut la maintenance, et vous n'avez donc pas à vous en préoccuper. De même que les droits d'accès dans ce logiciel hébergé, si c'est dans une structure professionnelle, peuvent être paramétrés, et la structure va décider que l'assistant médical, puisque c'est une question, n'aurait pas accès, lui, directement au dossier. Mais il faudrait que ce soit le médecin qui l'ouvre avant qu'il puisse y avoir accès. Je dis n'importe quoi, mais ou qu'une infirmière qui travaillerait dans la structure n'aurait pas accès à l'intégralité des données du dossier. Donc la plupart, dans un cadre d'industrialisation, les dossiers sont hébergés. Et d'ailleurs, pour quelqu'un de mon âge maintenant, en matière d'informatique, on s'est aperçu que les petites boîtes d'informatique, et qui parfois d'ailleurs avaient été développées par des médecins, elles ont été très rapidement absorbées ou elles ont disparu. Et il reste 5 ou 6 éditeurs de logiciels pour le monde ambulatoire, et je ne sais pas combien pour le monde hospitalier, qui malheureusement d'ailleurs ne sont pas tous interopérables, parce que c'est un autre vrai sujet, et soyez attentifs à cela. Quand vous vous procurerez un logiciel, de veiller à ce que vous puissiez changer d'éditeur et que vous n'ayez pas un logiciel captif qui vous demandera 2000 € si vous voulez changer d'éditeur pour récupérer vos données. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Nous allons devoir conclure notre atelier sur ces quelques mots. L'intelligence artificielle sera possiblement un outil qu'on pourra utiliser au sein de son cabinet, mais de manière plus large au sein de son réseau. Pour cela, il faut veiller à la protection et optimiser la protection des données personnelles de vos patients, tout en respectant le côté éthique. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser cette phrase. Le secret médical de demain se réfléchit aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à poursuivre vos débats et d'échanger avec nos intervenants. Ils seront encore accessibles jusqu'à 14h en gros. En tout cas, merci de leur présence et de leur échange. Vous pouvez les applaudir. L'ensemble de la bibliographie est disponible sur le stand d'ISNAR IMG. Je remercie l'ensemble du monde du bureau. Je remercie aussi mon collègue Gabriel Perronneau qui m'a aidé à construire cet atelier. Et je vous remercie de votre présence. Bon appétit et bon congrès.